Au XVIIe siècle, sous l'influence d'Isaac Newton, on considère que la lumière est faite de particules. Ce qui motive ce choix, c'est l'impression intuitive que la lumière se propage en ligne droite. Cependant, cette vision n'explique pas, comme on va le voir, toutes les observations. Newton le sait, et donc sa théorie de la lumière, qui constitue le point de départ de notre histoire, est une vision corpusculaire, mais sur laquelle se sont greffées un certain nombre d'astuces, comme des forces se manifestant pour dévier les particules de lumière. La première idée révolutionnaire viendra du physicien hollandais Christian Huygens, qui introduit une compréhension un peu géométrique de la propagation des ondes, et c'est ce qu'on va voir maintenant. L'objectif de Huygens est d'expliquer comment une onde se propage. Considérez un front d'onde, c'est-à-dire la ligne de sommet d'une vague. Pour Huygens, on peut découper ce front d'onde en un ensemble de points sources. Lorsqu'un front d'onde atteint un point de l'espace, ce point émet à son tour une onde sphérique de la même fréquence que l'onde incidente. Tous les points de notre front d'onde se comportent de cette manière. En considérant la somme de toutes ces ondes locales, on voit qu'elles s'ajoutent de manière constructive sur une nouvelle frontière, qui va constituer notre nouveau front d'onde. Mais pourquoi faire aussi complexe pour interpréter la propagation ? Eh bien parce que ça semble expliquer beaucoup plus de choses que la simple propagation. Considérons par exemple deux milieux différents, comme de l'air et de l'eau. Une onde arrive à la surface de l'eau. Selon le principe de Huygens, on peut représenter sur cette surface nos sources secondaires, puis les sommer pour reconstituer les fronts d'onde ayant franchi notre surface. Et ici, la construction géométrique montre un phénomène étonnant. Si l'onde se déplace moins vite dans le second milieu, la distance entre chaque vague de nos sources secondaires, la longueur d'onde, sera plus faible, et leur somme formera des fronts d'onde qui semblent avoir été déviés par le changement de milieu. C'est la première explication ondulatoire du phénomène de réfraction. Les idées de Huygens ont un gros potentiel, mais elles ne sont que qualitatives. Ce sont des constructions relativement manuelles, sans cadre mathématique, et qui ne permettent pas de faire des prédictions numériques sur les observations expérimentales. Et c'est ici qu'arrive le protagoniste principal de notre histoire, Augustin Fresnel, qui va apporter au schéma de Huygens exactement ce qu'il manque, un cadre mathématique rigoureux, exprimant sous forme d'intégrales précises ces sommes entre sources secondaires qui reconstituent l'onde. Fresnel théorise notamment les phénomènes d'interférence, très visibles lorsque deux ondes s'annulent localement, lorsque les bosses de l'une remplissent les creux d'une autre. Cette théorie de la lumière, maintenant théorie de Huygens-Fresnel, explique une très large gamme de phénomènes optiques, et on va en regarder quelques-uns ensemble. Reprenons la construction de Huygens-Fresnel dans différents cas. Considérons un trou large. En sommant les différentes sources secondaires, on voit apparaître une forme caractéristique de notre front d'onde après l'obstacle. Sur un segment, il est de forte intensité car il est la somme constructive, bosse sur bosse, de beaucoup de sources secondaires. Ceci explique bien pourquoi sur l'écran, la lumière projetée correspond à la forme du trou. Mais ça explique également pourquoi cette image sur l'écran n'est pas parfaitement nette, car les ondes se somment également de façon constructive sur les bords. L'intensité semble également se répandre latéralement. Et l'écran va en recevoir une partie en dehors de ce qui serait attendu avec une interprétation corpusculaire. Les images sont floues. Ce phénomène qui semble donner aux objets le pouvoir de courber les rayons lumineux est ce qu'on nomme la diffraction. Ce modèle prédit également des comportements plus exotiques. Si on considère deux trous de petit diamètre, dans certaines directions, les deux ondes issues de ces trous s'ajouteront constructivement, bosse sur bosse. Et dans d'autres, elles s'ajouteront destructivement, les bosses de l'une venant combler les creux de l'autre, venant dessiner sur notre écran un motif d'interférence, constitué d'une alternance de bandes sombres et de bandes lumineuses. En ajoutant de la lumière à de la lumière, on crée par endroits de l'obscurité. Ce dernier cas, avec deux trous, vous le connaissez très certainement sous le nom d'expérience des doubles fentes de Thomas Young, un autre grand contributeur à la théorie ondulatoire. Ces travaux illustrent expérimentalement les phénomènes d'interférence. Mais à l'époque, l'information scientifique ne se répand pas très rapidement et la barrière de la langue est plus importante qu'aujourd'hui. Ce n'est que bien plus tard que les résultats de Young viendront en renfort à la théorie de Fresnel. Pour les phénomènes de diffraction, déjà observés expérimentalement, la théorie ondulatoire est en concurrence avec la théorie corpusculaire modifiée qui peut également en rendre compte. C'est bien sur les phénomènes d'interférence, comme celui des fentes de Young, que l'expérience pourra départager les deux théories. La communauté scientifique montre beaucoup de scepticisme pour la nouvelle théorie, notamment le physicien Siméon Denis Poisson, relecteur du manuscrit de Fresnel à l'Académie des sciences.
Il va remarquer une autre prédiction de type interférence, et selon lui, absurde. Au centre de l'ombre d'objets circulaires, la théorie prédit un point lumineux. Considérons notre source, notre écran et un obstacle circulaire. À la surface de notre obstacle interviennent nos sources secondaires. Le centre de la tâche sur l'écran a une propriété géométrique notable. Il est à égale distance de nos sources secondaires représentées ici. Ainsi, toutes les ondes à la périphérie de notre objet arrivent en phase, synchronisées ensemble, au point central de l'ombre. Et c'est ceci que Poisson souligne. Il s'agit de la prédiction d'un point d'intensité lumineuse maximale en plein centre de l'ombre, conséquence d'une interférence constructive prédite par la théorie. Devant cette prédiction assez contre-intuitive, le physicien François Arago va adopter une attitude osée. Il va faire l'expérience. Et là, le résultat est bluffant. On observe bien, sans aucun doute possible, un point lumineux au centre de l'ombre d'objets circulaires. Cette expérience, maintenant connue sous le nom de tâche d'Arago, ou parfois de Fresnel et même de Poisson, est historiquement un des arguments les plus solides en faveur de la théorie ondulatoire de la lumière. De nombreuses autres expériences, comme celle des doubles fentes de Thomas Young, viendront définitivement valider la théorie ondulatoire de Huygens-Fresnel. Le cadre mathématique de cette théorie reste à ce jour parfaitement valide pour expliquer quantitativement tous les phénomènes optiques, comme la réflexion, la réfraction, la diffraction, tant qu'on reste au-dessus de l'échelle quantique. La théorie ondulatoire d'Augustin Fresnel fête en ce moment ses 200 ans d'existence. Un point lumineux au centre d'une ombre, c'est déjà assez fou. Mais à l'Institut Fresnel de Marseille et au laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, les chercheurs Christophe Finot et Hervé Rignot ont mené, en 2019, une expérience encore plus folle. Dans le formalisme qui décrit l'onde lumineuse, on peut remarquer une certaine forme de dualité entre l'espace et le temps. Côté espace, on a la diffraction. Les ondes se décomposent en multiples sources qui se somment et interfèrent entre elles. Côté temps, on a la dispersion. Les ondes se décomposent en ondes de fréquences différentes, se propageant à des vitesses différentes dans certains matériaux et qui également se somment et interfèrent entre elles. Et dans les équations, on se rend compte que diffraction sur l'espace et dispersion dans le temps peuvent jouer des rôles assez similaires, ce qui a donné l'idée de faire la version temporelle de l'expérience de la tâche d'Arago. Dans la version historique spatiale, on a notre source, notre obstacle et notre écran. Un obstacle, c'est quelque chose qui bloque la lumière sur une partie de l'espace. Quelle pourrait être selon vous la version temporelle d'un obstacle ? Eh bien ça revient à couper la lumière pendant un certain intervalle de temps. L'expérience se déroule ainsi. On a notre source qui émet dans une fibre optique et pendant un bref intervalle de temps, on coupe l'émission. Si on enregistre l'intensité lumineuse en fonction du temps à proximité de notre source, on va trouver ceci. Une ombre temporelle intuitive. Mais cette onde avec un creux ne peut exister que si elle est la somme d'ondes de plusieurs fréquences différentes. Chacune va voyager le long de la fibre à sa vitesse et ce creux initialement net va se déformer. Arrive maintenant le phénomène étonnant. Les calculs prédisent une interférence constructive au centre de l'ombre temporelle. C'est-à-dire que si à la sortie de notre fibre vous enregistrez l'intensité en fonction du temps, vous allez bien retrouver un intervalle de temps globalement sans lumière, mais au centre temporel de cet intervalle, on va observer un pic d'intensité. C'est ça l'équivalent temporel de l'expérience de la tâche d'Arago. Et c'est pour discuter de cette expérience, ainsi que de nombreuses autres choses, que je vous donne rendez-vous dans la vidéo de rencontre avec ces chercheurs sur la chaîne Écosciences Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous pouvez en trouver le lien dans la description, ainsi qu'en haut de votre écran. Merci d'avoir suivi cet épisode coécrit avec Thomas Chaigne de l'Institut Fresnel de Marseille et en collaboration avec Écosciences Provence-Alpes-Côte d'Azur. Si cet épisode hors série vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à soutenir la chaîne en vous y abonnant ou sur Tipeee, Twitter et Facebook.